de connaître pour bien se valoriser. Hem, on va prendre du temps, et on va prendre du temps, et vous allez même prendre du temps après ce webinaire parce que je vais vous donner des exercices à faire à la maison. Et l'idée, ça va être d'explorer ce sujet qui est très important parce que c'est un sujet qui est transversal sur tout ce qui va être développement personnel et professionnel. Donc l'objectif alors pensez juste à couper vos micros pour qu'il y ait pas d'interférence. Hop, parce que sinon c'est pas toujours évident. Merci. Donc l'objectif de ce webinaire, il va être de plusieurs choses. On va déjà voir pourquoi c'est important de connaître toutes ses forces et ses faiblesses. Pourquoi c'est important pour justement arriver à progresser, que ce soit dans votre carrière actuelle, si vous êtes en poste ou si vous êtes en recherche de nouvelles opportunités ou en transition, peu importe. Et on va aussi se pencher sur toute l'importance de ne pas sous-estimer cette introspection que je vais vous demander de faire. Ça aussi, c'est très important parce que plus on va prendre le temps de bien comprendre qui on est, nos forces, nos faiblesses, ce qui nous rend unique, tout ça, et plus ça va être facile de se valoriser et parler de soi autour de nous, dans notre réseau personnel et dans notre réseau professionnel. Donc, l'objectif de ce webinaire, il est très simple, c'est vous aider à vous connaître davantage, à mieux vous valoriser, à mieux parler de vos compétences et surtout, et on va le voir aussi, à construire ce qu'on appelle la marque personnelle, le personal branding, quelque chose d'authentique, de vrai, de concret. Et l'idée, c'est que vous puissiez tous repartir avec plein d'outils aujourd'hui pour justement découvrir vos talents, apprendre à mettre en avant vos forces, développer justement votre personal branding et surtout gagner confiance en vous. C'est aussi un petit peu l'optique de ce webinaire. Alors, qui je suis pour vous parler de tout ça? Donc, moi, je suis Amélie Fabre-Guité, je suis la fondatrice de Talent Management qui regroupe plusieurs activités. Ça va du conseil RH à la formation, en passant par le coaching et l'aide à la fois aux jeunes pour trouver tout ce qui est stage et alternance, mais aussi pour accompagner les plus de 45 ans vers le retour à l'emploi. Et on a aussi une antenne, je vais appeler ça comme ça, qui est là pour sensibiliser les entreprises au management intergénérationnel. C'est quelque chose qui est très important pour moi. Et d'ailleurs, je viens de sortir un bouquin qui s'appelle Les 30 pratiques RH pour valoriser les seniors en entreprise. Donc, n'hésitez pas à l'offrir à tous vos amis RH ou managers à Noël, au pied du sapin. Ça leur fera plaisir et ça me fera plaisir aussi. Alors, première question que j'ai envie de vous poser, c'est de se demander, tiens, pourquoi c'est un sujet qui est aussi important aujourd'hui d'apprendre à se valoriser. Aujourd'hui, on le sait, les recruteurs, ils vont pas simplement se concentrer sur vos compétences techniques, toutes les fameuses hard skills dont on parle très souvent. Ils veulent surtout comprendre, et tout le monde le dit, et on le voit sur LinkedIn, tous les sujets d'articles, ils veulent aujourd'hui comprendre le qui vous êtes. Quelle est la valeur que vous pouvez apporter à leur équipe, comment vous pouvez contribuer à l'entreprise sur le long terme, comment vous allez pouvoir les accompagner sur les projets. Et de la même manière, les managers vont attendre de vous que vous sachiez justement où vous êtes bon et où vous pouvez encore progresser. Parce qu'ils n'ont pas envie de chercher à votre place. Et l'idée, c'est que vous puissiez vous le savoir déjà pour pouvoir mettre les mots dessus comme il faut. Donc en fait, peu importe qu'on soit en poste ou en transition, la connaissance de soi, ça va être une étape incontournable. Et donc, à un moment donné, je vais donner des conseils pour ceux qui sont en recherche, donner des conseils pour ceux qui sont en poste, parce qu'il y a aussi la manière de se valoriser quand on est en interne dans l'entreprise et qu'on veut évoluer et se faire connaître. Et donc, forcément, n'hésitez pas à réfléchir un petit peu à la dernière fois où vous avez réalisé quelque chose, une mission, une tâche, peu importe, d'un point de vue professionnel si possible, et où vous avez été fier de vous. Est-ce que vous arrivez à vous rappeler de la dernière fois où vous étiez fier de quelque chose que vous aviez accompli en entreprise? Alors, je sais que le mot fier peut parfois être un petit peu fort, et je sais que souvent on me dit non, non, mais Amélie, fier, c'est quand même pas rien. Et l'idée, c'est vraiment d'arriver à mettre des mots dessus et à sortir de ce carcan qui nous fait souvent peur quand on veut chercher à savoir quelque chose qui nous rend fiers. N'hésitez pas dans le chat ou à me dire, voilà, est-ce que vous vous souvenez d'un moment où vous avez été fier de vous? Je vous laisse quelques minutes pour y réfléchir. Ça, c'est quelque chose, on va revenir dessus à un moment donné, sur cette réflexion au cours de ce webinaire, donc gardez-le bien en tête, parce que derrière ça, on va faire le lien entre la fierté, la mission réalisée et la compétence
qui nous a permis justement de réussir ce projet, cette mission ou cette tâche. Et vous allez voir qu'il y a un exercice que je vous demanderai de faire. Généralement, tout le monde me déteste quand je demande de faire cet exercice à la maison, où on va relier toutes vos fiertés avec toutes les compétences que vous avez. Et ça, c'est un exercice à la fois de confiance en soi et à la fois de manière de valoriser l'ensemble de vos compétences et ce que vous allez pouvoir apporter à une entreprise. Pourquoi c'est important donc la connaissance de soi? Encore une fois, qu'on soit en recherche ou en poste, bah, c'est essentiel de bien se connaître, de savoir quelles sont les compétences qu'on peut mettre en avant et comment on va arriver à se positionner aujourd'hui par rapport au marché. Et ça, c'est justement ce qu'on va voir. Donc pourquoi c'est important? Parce que bah, on travaille un peu son ego aussi, hein, parce que quand on a confiance en soi et qu'on arrive à se valoriser, bah, c'est plus facile de parler de soi. C'est aussi une bonne manière de se faire connaître, de valoriser notre travail. Donc, plus on se connaît, mieux on peut en parler. C'est-à-dire, on est en poste, on peut se valoriser auprès des managers ou auprès des collègues ou des N+2 ou sur d'autres entités si on veut de la mobilité. Si on veut bouger à l'extérieur, on va pouvoir parler de soi positivement à des recruteurs que l'on va croiser. Si on est manager de transition, bah, de la même manière, on va pouvoir vendre ses missions beaucoup plus facilement. Et donc, tout ça est important. Et puis, en même temps, ça travaille sur la confiance en soi, donc sur le côté l'ego. Et ben, je me rends compte que oui, je suis quand même capable de faire plein de choses incroyables parce que j'ai développé plein de compétences et plein de soft skills. Donc, tout ça, on va le voir ensemble. On va d'abord définir un peu la connaissance de soi. La connaissance de soi, c'est effectivement être capable d'identifier qui on est et ce qu'on sait bien faire et les choses sur lesquelles on doit un petit peu s'améliorer. Donc, à un moment donné, on abordera la partie un peu le SWOT personnel. Pour ceux qui ont fait du marketing, c'est forcément un sujet qui leur parle. Et donc, l'idée, ça va être d'inclure plein d'éléments comme vos forces, et vos compétences. Donc, ça va être les compétences techniques, forcément toute la partie hard skills, mais aussi la partie soft skills avec vos compétences humaines. Donc, c'est peut-être tout ce que vous avez pu développer au cours de vos expériences. Alors après, c'est peu importe le nombre d'années d'expérience, ça va du bénévolat qu'on a pu faire, au premier stage qu'on a réalisé, à son alternance, au premier emploi, au 10e emploi, à sa création d'entreprise, au coup de main qu'on file aux potes qui ont créé leur entreprise. Ce sont toutes les compétences à la fois techniques et humaines qu'on a pu développer au cours de sa carrière. Que l'on ait été salarié ou pas, il ne faut pas forcément relier votre compétence et votre savoir-faire à une valeur monétaire. Ça aussi, c'est important. Il y a des choses que l'on fait sans forcément demander de l'argent et pour autant, on développe des compétences grâce à ça. Donc ça aussi, c'est apprendre à identifier ce que vous faites bien parce que c'est un avantage clairement compétitif aujourd'hui qui va être recherché par beaucoup de recruteurs et de RH. C'est aussi prendre conscience un petit peu de ces domaines où on doit un peu développer, s'améliorer. Donc, c'est aussi de se dire, tiens, je ne vais pas me focaliser forcément sur mes défauts, mais je vais être réaliste et en même temps, je vais me dire, OK, là-dessus, je sais que je suis peut-être pas tellement bon, donc comment je vais faire pour m'améliorer et pour en tout cas réduire cet écart entre qualité et défaut. Donc, comment je fais au quotidien pour changer ça? C'est aussi des questions qu'un recruteur pourrait vous poser. Comment vous faites pour améliorer telle chose sur lesquelles vous êtes peut-être moins bon? Quelles sont les actions que vous mettez en place? C'est aussi important de prendre conscience, de prendre du recul en disant, OK, là-dessus, c'est bon, je maîtrise, donc je maintiens ma connaissance, mais là-dessus, j'ai des choses encore à revoir, donc c'est qu'est-ce que je fais au quotidien pour essayer d'améliorer ça. On va travailler aussi la connaissance de soi, ça fait aussi partie des valeurs personnelles, c'est-à-dire que vos valeurs vont forcément influencer vos choix de carrière. Si vos valeurs personnelles sont en adéquation avec celles de l'entreprise, on parle souvent de l'ADN de l'entreprise, on parle justement quelles sont, beaucoup d'entreprises parlent de leurs valeurs de manière même générale, et vous allez être plus facilement épanoui au travail. Alors, c'est pas que les valeurs de l'entreprise en tant qu'entité, c'est aussi les valeurs du manager, les valeurs de l'équipe que l'on va rejoindre et se dire, OK, est-ce qu'on est en adéquation? Est-ce que on parle souvent de raison d'être. Est-ce que ma raison d'être personnelle, qui est un peu l'ikigai, plus ou moins, correspond à la raison d'être collective de l'entreprise et des personnes qui en font partie? Et se dire, si on n'est pas aligné, soit je prends le job en me disant, c'est du court terme, je sais que je ne vais pas m'y épanouir, mais je vais développer telle compétence. Par contre, si c'est, je veux rester dans ce job le plus longtemps possible et je veux qu'on soit aligné sur les valeurs parce que je veux développer des compétences, mais aussi en acquérir des nouvelles et évoluer, dans ces cas-là, c'est ultra important qu'on puisse être aligné en termes de valeurs. Si je vous dis, je vous paye 150K pour travailler dans une entreprise qui, tous les ans, tue des millions ou des milliers de koalas en Australie,
est-ce que la valeur, enfin cette valeur-là liée à la maltraitance animale est plus importante que le gros salaire que je vais vous proposer? C'est une donnée personnelle, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Chacun a son niveau d'acceptation et ses valeurs pour lesquelles il est prêt à prendre ou pas un job. Et puis, il y a forcément vos motivations. Qu'est-ce qui vous pousse à agir? Qu'est-ce qui vous donne de l'énergie et qu'est-ce qui vous motive à donner le meilleur de vous-même? C'est plus vous allez comprendre les motivations, plus vous allez pouvoir aussi choisir les bons projets, les bonnes entreprises, en sachant que les motivations, elles évoluent aussi au fil du temps, en fonction de notre parcours, en fonction de notre environnement, en fonction, pas forcément de notre âge, mais de ce qui nous arrive en tout cas. Eh bien, les motivations vont fluctuer aussi. Donc, on a une introspection qui est continue quand on travaille sur la connaissance de soi. On ne s'arrête jamais en fait à se questionner et à s'interroger parce qu'effectivement, on a besoin à chaque fois d'ajuster par rapport à ce que l'on rencontre, à ce que l'on connaît pour être sûr de faire les bons choix. Donc l'impact sur votre carrière, forcément, c'est de vous aider à faire, à choisir le bon poste au bon moment. Imaginez que vous soyez quelqu'un de créatif, vous aimez innover, vous aimez trouver des solutions à tous les problèmes que les gens peut-être quand ils viennent vous voir au bureau. Si vous vous retrouvez dans un poste où on vous demande surtout d'exécuter des tâches répétitives, où vous n'avez aucune autonomie, et donc il n'y a aucun moyen pour vous de réfléchir, d'innover, de proposer des choses, à un moment donné, vous allez pas forcément vous sentir à l'aise, vous allez au contraire être complètement renfermé dans votre poste et à un moment donné, vous allez avoir envie de partir, ce qui est tout à fait légitime. Donc ça aussi, c'est se dire que de temps en temps, on choisit un job, mais quelle a été ma motivation pour choisir ce job? Encore une fois, c'est se dire, OK, il faut que je prenne en conscience tout ça. Et c'est aussi se poser la question sur l'environnement que vous allez rejoindre. De la même manière, si vous connaissez vos valeurs et que ça vous aide à choisir une entreprise dans un secteur qui résonne en vous, c'est aussi important parce que si l'environnement de travail est complètement contradictoire avec vos valeurs, on parlait de l'entreprise avec les koalas qu'elle tue, forcément, vous allez vous sentir frustré et vous n'allez pas vous sentir aligné, vous allez avoir envie de bouger. Donc ça aussi, c'est des éléments qui sont importants. Je sais pas moi, si vous avez envie de travailler dans le développement durable, si vous prenez un poste dans une entreprise où la culture est plutôt axée sur le profit à court terme, c'est pas fort. Vous allez forcément être en décalage avec ces valeurs de l'entreprise. Ce que veut l'entreprise, les objectifs de l'entreprise ne sont pas les vôtres, donc il n'y a pas du tout la même motivation. Et très rapidement, vous allez vous ennuyer, vous allez avoir envie de partir. Et donc tout ça joue sur à la fois votre épanouissement personnel et professionnel et sur la manière dont vous avez envie de diriger votre carrière. L'impact aussi sur vous, c'est plus vous allez apprendre à vous connaître et meilleur vous serez en entretien. Alors que entretien, c'est pas forcément l'entretien d'embauche, c'est même les entretiens les entretiens réseau, les échanges, les négociations qu'on peut avoir. Parce que ça va être aussi important de savoir présenter vos forces d'une manière assez impactante. Si vous connaissez bien vos forces, c'est plus facile d'en parler avec de l'assurance, forcément. Plutôt que de dire, je sais pas moi, je suis organisée, l'idée, ça va être d'ajouter plus de choses et de mettre du contexte. Et donc là, c'est aussi l'importance d'arriver à étayer. C'est vrai que je vous fais encore un petit teasing sur l'exercice que je vous demanderai après, mais d'arriver à étayer en mettant beaucoup plus d'informations. Je sais pas moi, lors de mon dernier projet, j'ai coordonné une équipe de 10 personnes, on a respecté les délais et j'ai optimisé à la fois notre gestion du temps. Voilà, le organiser est bien plus fourni que juste « oui, oui, je suis motivée et organisée ». Enfin, on déteste ce genre de réponse. L'idée, c'est toujours de mettre du contexte, mais pour mettre du contexte, il faut se connaître et il faut avoir confiance en soi. Et c'est aussi le fait d'aborder ses faiblesses ou en tout cas ses axes d'amélioration, comme on aime plutôt le dire, de manière aussi constructive. Parce qu'à un moment donné, plutôt que de dire, je sais pas moi, quelqu'un qui se sent mal à l'aise sur une question des points faibles et qui sait pas trop comment y répondre, l'idée, ça va être d'expliquer peut-être la manière dont on va progresser, la manière dont on va au quotidien, on essaye d'améliorer ce défaut, en tout cas, on essaye de le réduire, et quelles sont les actions qu'on met en place. Je sais pas, quelqu'un qui aime bien tout contrôler,
quand il est en mode gestion de projet, et ben, c'est de l'avouer, c'est de le reconnaître. Il se dit: «Bah oui, effectivement, j'ai parfois tendance à vouloir trop contrôler, les projets, mais c'est quelque chose que je travaille en déléguant davantage certaines tâches à mes collègues et en leur demandant de me faire, un retour, un feedback pour savoir si ma manière de déléguer, est productive pour eux, est intéressante». L'idée, c'est aussi de montrer que, vous êtes aussi dans la réciprocité et que vous essayez de vous améliorer. Donc cette capacité à prendre du recul et à montrer qu'on veut faire des efforts, bah, pour y arriver, il faut se connaître, encore une fois. Et puis, bah, ça va vous permettre forcément d'adapter, votre discours, bah, aux besoins du recruteur. Vous pouvez, du coup, adapter en fonction des besoins de l'entreprise. Vous aurez fait des recherches au préalable, forcément. Et plutôt que de lister, toutes vos compétences et toutes vos qualités que vous avez, acquis depuis, 20 siècles, et ben, l'idée, ça va être de se dire: «OK, je sais que pour ce poste, pour cette entreprise, les enjeux stratégiques tournent autour de ça et donc je vais être focus sur telle et telle compétence et sur telle et telle qualité, même si, ils vont bien voir que j'en ai beaucoup plus, mais l'idée va être de se dire: "Je me concentre sur peut-être, je sais pas moi, une entreprise qui est, un à des projets dans un contexte international, bah, sur justement, mes compétences qui sont, liées à l'international et ma capacité à gérer des projets avec des personnes peut-être de cultures différentes, avec justement, une manière de faire cohabiter un petit peu tout le monde pour que, bah, chaque culture arrive à y trouver son compte et comment j'arrive moi en tant que, spécialiste de la gestion de projet multiculturelle à porter ça à l'entreprise qui en a justement besoin aujourd'hui». Et pas juste parler de la gestion de projet mais ou la manière de travailler avec l'ensemble des collègues de manière assez classique. Je vais aller sur quelque chose qui est beaucoup plus pointu. Encore une fois, c'est plus je me connais et plus c'est facile de pouvoir rebondir en disant: «Bah, tiens, là, je décèle qu'il y a tel besoin pour telle entreprise et comme je connais mes forces et ben, je sais que je vais pouvoir venir en abordant tel et tel sujet». Si vous avez des questions pendant le webinaire surtout, n'hésitez pas, je vois les petits messages où on me dit qu'on m'adore, j'adore. J'adore aussi. L'impact de la connaissance de soi sur la carrière, bah, elle est assez évidente. Ça va être, bah, vous allez gagner en confiance, certainement, ça c'est même une évidence. Pourquoi? Parce que vous savez exactement ce que vous allez apporter à une équipe, à une entreprise. Vous vous sentez forcément plus sûr de vous. Ça va refléter aussi votre manière de communiquer. Quand on a confiance en soi, eh bien, le non-verbal va être totalement différent que quelqu'un qui n'a pas confiance. On va le voir, une personne qui n'a pas l'habitude de faire une prise de parole en réunion ou autre, si c'est quelqu'un qui n'a pas l'habitude et qui n'a pas suffisamment confiance en elle, et ben cette personne, elle va plutôt être enfermée, elle va pas parler avec assurance, elle va pas regarder les gens dans les yeux, elle va pas hausser la voix pour être sûre de se faire entendre, elle va pas justement jouer sur le timbre de voix. Elle va plutôt chercher à se cacher parce qu'elle n'a pas suffisamment confiance. Et donc ça, c'est des éléments qui sont très importants. Quelqu'un qui va avoir de l'assurance et le non-verbal, je suis en train de teaser tout ce que je vais dire tout à l'heure, mais le non-verbal a une puissance qui est juste incroyable. Des fois, on se fie davantage au non-verbal qu'au verbal. Et donc, on le voit, et on le voit même dans les discours politiques, hein, c'est souvent là-dessus qu'on joue quand on analyse un peu la synergologie des discours politiques. Eh bien, on voit que même un homme ou une femme politique, dès lors qu'ils ont de la prestance et qu'ils sont entre guillemets, des beaux parleurs, eh ben, on va croire leur discours. On s'est fait avoir un petit peu au ton, au timbre, à la posture, et on n'a pas forcément décortiqué l'intérieur du discours. On s'est fait avoir sur l'emballage, en fait. Et donc, avec la synergologie, c'est ça qui est intéressant, c'est d'arriver à repérer aussi les petits couacs qu'on peut avoir. Et donc, bah, quand vous avez confiance en nous, bah, la perception des autres aussi, elle n'est pas la même. Vous allez paraître beaucoup plus sûr de vous, vous allez paraître justement plus à l'aise, et ça va aussi vous permettre d'éviter ce fameux syndrome que tout le monde connaît, ou en tout cas que tout le monde a entendu parler, ce fameux syndrome de l'imposteur. Donc, on en parlera aussi un petit peu après, où on a toujours l'impression qu'on est totalement incompétent, alors qu'en fait, pas du tout. Donc ça, c'est des éléments qui sont si importants. Et puis, il y a aussi le côté loi de l'attraction auquel je crois énormément, c'est que la confiance, elle attire les opportunités. Lorsque vous avez de l'assurance, vous êtes beaucoup plus à même, à mon sens, d'attirer et de saisir des opportunités qui se présentent à vous. Vous n'avez pas... c'est pas que vous allez vous mettre plus en avant, mais c'est juste que la manière dont les choses que vous allez dégager vont en fait attirer et vont être obtenues plus facilement. Alors, il y a aussi des biais cognitifs qui rentrent en ligne de compte, mais je ne vais pas trop m'étaler dessus parce que sinon j'en parlerai aussi pendant des heures. Mais en fait, cette confiance que vous dégagez, elle attire forcément des opportunités, elle attire les gens qui ont envie
d'être avec des gens qui ont confiance en eux. Ou si je prends l'exemple d'un titre perso, personne n'a envie d'être avec des gens qui sont tout le temps en train de râler, qui sont tout le temps tristes, tout le temps en train de pleurer, tout le temps en train de ronchonner. Au bout d'un moment, on a juste envie de les mettre de côté, on a envie d'être avec des gens qui sont positifs. Et ben, c'est exactement la même chose avec la confiance en soi. On a envie de s'entourer de gens qui vont nous tirer vers le haut et d'être avec des gens qui ont confiance en eux. Alors, quelques techniques pour mieux se connaître. Vous avez tous les tests de personnalité qui existent et qui peuvent clairement vous aider là-dessus. Le MBTI, le Big Five, Assess First, l'énéagramme, voilà, c'est plein de tests que vous pouvez réaliser. Vous avez aussi l'auto-évaluation. Moi, c'est quelque chose que j'aime bien faire. C'est le fait de prendre un moment pour réfléchir justement à toutes vos expériences que vous avez réalisées et se dire, OK, qu'est-ce qui a été utilisé comme compétence par rapport à tel projet? Quelles sont les tâches que j'ai réalisées et qui étaient faciles du coup pour moi? J'ai trouvé que ces tâches, c'était beaucoup plus facile pour moi alors que tout le monde avait l'air de trouver ça compliqué. Moi, je les ai fait ultra facilement. Qu'est-ce que j'ai déjà fait que j'ai plus jamais envie de refaire? Qu'est-ce que j'ai jamais fait et je suis curieux de faire, par exemple? Ça peut être ce genre de choses. Donc là, je vous ai mis un exemple de SWOT. Alors sur Google, vous pouvez taper, vous avez plein d'exemples de SWOT personnels à réaliser. Et donc, l'idée, c'est de travailler cette introspection en disant, OK, je vais travailler mes forces, mes faiblesses, mes opportunités, mes menaces, comme on pourrait le faire avec un projet marketing, où on fait le SWOT d'un projet ou d'une création d'entreprise. Et bien là, on le fait également pour soi et pour arriver à mettre des mots sur notre parcours et ce qui fait notre plus-value. Et puis les feedbacks aussi, c'est intéressant parce que vous allez pouvoir, c'est aussi une autre manière d'avoir une vision de soi-même. Et l'idée, ça va être aussi de demander des retours, alors à des collègues, à des managers, à des amis, pourquoi pas à des mentors que vous pourriez avoir dans l'entreprise, et de leur demander, tiens, selon toi, quelles sont mes principales forces, quels sont les domaines sur lesquels je devrais m'améliorer. Et l'idée, c'est qu'en fait, ces feedbacks, vous allez voir qu'il y a plein de choses qui vont être très révélatrices et que souvent, on va vous redire un peu les mêmes choses. Il faut vraiment que ce soit des personnes de confiance, hein, forcément, et auprès de lesquelles vous n'allez pas leur en vouloir en fonction de ce qu'ils vont vous dire, mais ça peut vous aider en tout cas à savoir quelle est l'image que vous renvoyez. C'est-à-dire que les gens vont dire, voilà, moi je t'aime bien pour telle et telle raison, là où tu pourrais t'améliorer, c'est peut-être ça, la première impression qu'on a quand on te rencontre, c'est ça. Ça veut dire aussi que si vous savez la première impression que vous renvoyez, vous pouvez aussi en déduire quels peut être les axes d'amélioration aussi. Par exemple, oui, quand on te voit la première fois, tu as l'air un peu sévère ou un peu trop timide, alors qu'en fait, quand on ne te connaît pas du tout, ça veut dire aussi qu'un recruteur ou un manager qui ne vous connaît pas peut aussi avoir cette impression. Oui, mais elle a l'air sévère ou elle a l'air un peu trop timide. Tout de suite, il va falloir casser ça rapidement dans l'échange. Et c'est là où arrive l'exercice d'introspection à la maison. N'hésitez pas à me couper si jamais, parce que moi, j'ai dit la prochaine fois, Alex, il me faut 3 heures sur ce sujet. Donc, l'exercice à la maison. L'idée, c'est de prendre, alors un peu plus que 2 minutes, forcément, mais ça va vous occuper bien. Alors, selon les personnes, ça peut vous occuper entre 30 minutes jusqu'à une semaine. C'est un exercice qui n'est pas évident, mais que je fais à chaque fois en coaching avec tous mes candidats, parce que pour moi, c'est essentiel. C'est vous allez prendre une feuille et un stylo. Pas d'ordinateur, je sais, je suis de la vieille école. Pourquoi? Parce que votre main va aller moins vite que votre cerveau. Et donc, en fait, votre cerveau, il a plein d'idées. Et donc, l'idée, c'est que comme vous allez l'écrire et prendre le temps de l'écrire à la main, vous êtes obligé de ralentir votre cerveau. Et Dieu sait que ça fait du bien de temps en temps de ralentir un peu son cerveau. Et donc, ensuite, vous allez faire 2 colonnes. Il y a une colonne où vous allez mettre en avant toutes les réalisations professionnelles. Alors ça peut être des projets, des missions, des tâches, des actions que vous avez réalisées. Donc vous n'êtes pas forcément à l'initiative, c'est quelque chose que vous avez peut-être fait pour aider un collègue, ou ça peut être aussi une action, donc ça peut être quelque chose que vous avez fait, que vous avez dit, mais qui vous ont rendu super fiers. Alors, je sais que super fier, ne le prenez pas trop à la lettre, pour lesquels vous êtes fier. Voilà, on enlève votre super, on dit juste quelque chose pour lequel vous êtes fier. Et à côté de ça, dans la deuxième colonne, vous allez mettre les compétences, qu'elles soient hard ou qu'elles soient soft, que vous avez pu utiliser pour réussir justement à faire cette mission, cette tâche, cette action. Prenons un exemple, ça peut être, je ne sais pas moi, la première fois que vous avez dit non à votre manager. Eh bien, vous pouvez en être fier, parce que peut-être qu'il y a une raison derrière et que vous vous êtes senti bien juste après ça. Donc, ça peut être l'idée, c'est de dire, OK, c'est la première fois que j'ai appris à dire non, et la qualité ou la compétence derrière, c'est, je sais pas, c'est la qualité de je me respecte, ou j'arrive à prioriser aussi mes actions, mon temps, peu importe. L'idée, c'est d'arriver à trouver
100 choses, parce que l'idée c'est d'arriver jusqu'à 100, pour arriver à se dire: «OK, je fais la liste des 100 choses pour lesquelles je suis fière de moi». Et c'est là où généralement quand je suis en atelier ou en formation, tout le monde s'écrie: «Oh 100 Amélie, c'est beaucoup trop». Non, c'est pas beaucoup trop. Vous avez tous beaucoup d'expérience, alors j'espère qu'il y a pas de diplômés de 2024, sinon ils vont me dire: «Oh mais non Amélie, c'est pas possible». Mais même si vous êtes junior, vous pouvez au moins arriver jusqu'à 50 sans aucune difficulté. L'idée, c'est de vraiment remonter sur toutes les actions, les missions, les tâches que vous avez pu réaliser et d'arriver à mettre des mots sur ces qualités. Et vous allez voir qu'une fois que vous vous concentrez sur tout ce que vous avez pu réaliser, c'est beaucoup plus facile, ça va venir assez naturellement. Si jamais vous pensez être un peu stoppé à un moment donné dans votre élan, vous pouvez ajouter, des expériences personnelles pour lesquelles vous avez aussi développé des compétences, qu'elles soient techniques ou humaines. Donc c'est aussi possible. Je sais pas, imaginons, c'est vous qui chaque année organisez les vacances, et ben, et qu'effectivement dans ces cas-là, c'est la gestion du budget, la gestion des événements, c'est l'organisation, c'est la logistique, c'est le fait de faire plein de recherches sur Internet. Donc, c'est quelles compétences vous avez développées sur le fait d'organiser les vacances chaque année. Peut-être que c'est vous qui, à la maison, gérez le budget, et ben, c'est aussi une compétence. Donc, c'est des choses pour lesquelles vous pouvez être fier de vous. Donc, l'idée, c'est d'arriver à faire des liens là-dessus si jamais vous pensez que le professionnel ne suffit pas, on peut aussi aller sur le personnel. Très souvent, j'accepte et je valide auprès des mamans qui ont eu des enfants, du coup. Je leur dis, bah oui, avoir été maman, c'est la gestion d'une petite PME, hein, mine de rien. Et donc, bah, ça vous avez forcément développé des qualités. Donc, vous pouvez les ajouter. Alors, c'est pas des qualités que vous avez développées pour chaque enfant, c'est pour l'ensemble. Parce que sinon, selon le nombre d'enfants, ça marche pas. Donc ça, c'est le petit exercice. Je vous invite vraiment à le faire à la maison et vous allez voir que ça va vraiment vous aider à prendre conscience de tout ce que vous êtes capable de faire et à prendre confiance aussi en vous et en votre potentiel. Je suis quand même obligée d'aborder un petit peu le sujet du syndrome de l'imposteur, parce que c'est quand même important. Ce syndrome, alors on l'appelle aussi le syndrome de l'autodidacte ou du complexe d'imposture. C'est deux psychologues américains en 78 qui l'ont inventé. Et en fait, ça exprime un sentiment forcément désagréable. C'est un sentiment de doute que l'on va avoir et c'est un doute assez récurrent. Et en fait, on ne se sent absolument pas légitime dans son statut que l'on a actuellement. C'est-à-dire, imaginons, vous êtes chef de projet, vous êtes manager sur telle chose, vous dirigez, je sais pas, des équipes, peu importe ce que vous faites. Et en fait, vous avez des difficultés à vous approprier tous les succès. Et donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment important de travailler. Et ce syndrome, eh ben, il va en fait vous créer un sentiment effectivement de scepticisme permanent à l'égard de votre valeur en fait. En fait, à chaque fois que on va vous féliciter pour quelque chose ou à chaque fois que vous allez réussir quelque chose, eh bien en fait, ce sentiment justement d'imposture va vous obliger, vous inciter à dire non mais si j'ai réussi c'est grâce à un tel, non mais c'est le hasard, non mais j'y serais pas arrivé sans l'aide de machin truc. Et en fait, c'est comme si tout ce que vous réussissiez, c'était lié à la chance ou au hasard. Ça, c'est juste pas possible, parce que vous l'avez forcément un peu provoqué, la chance ou le hasard. Et donc ça, c'est quelque chose dont on souffre régulièrement et beaucoup de personnes souffrent de ça, parce qu'on a l'impression de ne pas mériter la place et on a l'impression de tromper en fait les gens avec qui on est. Parce qu'on se dit mais non, on n'est pas du tout compétent en fait, on devrait pas être là. Et on se dit mais un jour les gens vont s'en rendre compte, ils vont nous démasquer, alors qu'en fait pas du tout. Donc, il y a le petit schéma effectivement du syndrome de l'imposture. On le reconnaît assez facilement ce syndrome, comme je disais, parce qu'on attribue forcément les réussites à quelque chose de l'extérieur. On n'a pas confiance en soi, donc c'est plutôt quelqu'un qui va être souvent renfermé. Au contraire, comme on se sent pas légitime, on essaye d'être parfait et la perfection n'existe pas. Et même si elle existait, je pense qu'elle serait même ennuyeuse. Et donc, on va tout le temps chercher à se perfectionner. Non, mais attends, je veux pas rendre le dossier tout de suite. Je veux encore un peu le peaufiner. Il est très bien ton dossier. Je cherche pas à le relire. Il est parfait. Il faut le donner à un moment donné.
Et si jamais, à un moment donné, dans une équipe, on va chercher un chef de projet pour quelque chose, la personne va surtout pas se mettre en avant en disant: «Bah non, moi je suis pas légitime, oh non mais vas-y Thierry, vas-y toi, ce serait bien». Alors que tout le monde pourrait penser qu'en fait vous seriez parfait pour ce job, mais vous allez plutôt, éviter ce genre de choses. Et vous allez tout le temps avoir des idées, un peu, conflictuelles en boucle, ça c'est automatiquement. Donc d'où ça vient? Ça vient de 3 choses essentielles. C'est un, c'est la peur du rejet. Il y a un rôle lié à l'enfance, alors je vais l'évoquer très rapidement, c'est typiquement, il y a 4 cas d'environnement, familiaux qui vont favoriser ce type de syndrome. Il y a la survalorisation ou au contraire, enfin oui, la survalorisation de l'enfant, c'est-à-dire ça veut dire que, l'enfant intègre qu'il est parfait et il intègre surtout qu'il n'a pas le droit à l'erreur. Et donc il a cette peur de l'échec constamment parce que tout le monde pense que, il doit être parfait parce qu'il est parfait, donc il va faire son maximum pour être parfait. Et donc lui, il a cette impression que si il était parfait, alors que lui-même pense ne pas l'être, et ben qu'il est forcément un imposteur. Il y a aussi l'absence totale de valorisation. Donc, soit on valorise beaucoup trop l'enfant et donc lui, il a l'impression d'être un imposteur total, soit au contraire, on ne le valorise jamais. Jamais de compliments, jamais là pour encourager l'enfant. Et en fait, bah forcément, pas d'estime de soi. L'enfant n'a aucune conscience de ses compétences ou de son intelligence, parce qu'on est toujours en train de lui dire non mais t'es bête ou quoi. Cette phrase, elle est terrible hein, pour un enfant d'entendre ça. Non mais t'es bête ou quoi. Euh, il y a aussi, et on le voit beaucoup dans les fratries, la tendance à la comparaison. C'est-à-dire que très souvent, alors ça peut être entre frères et sœurs, entre cousins même aussi, c'est un facteur qui est très accentué s'il y a un décalage entre les 2 enfants, que ce soit les parents ou même à l'école. Par exemple, s'il y a une survalorisation à l'école, c'est-à-dire qu'on va, dire qu'un enfant est plus intelligent que son frère à l'école, mais qu'il y a aucune valorisation à la maison, bah, à un moment donné, ça va être terrible pour les gamins parce qu'ils vont pas savoir où se mettre et dans les 2 cas, ils vont se dire: «Non mais en fait, je suis un imposteur total, quoi». Et puis il y a les profils aussi un peu atypiques, où justement les compétences de l'enfant sont différentes de celles qui sont, connues et reconnues et donc effectivement, on n'arrive pas à mettre des mots dessus et comme l'enfant lui-même n'arrive pas, puisque personne n'arrive à mettre des mots dessus et à en parler avec lui, l'enfant n'arrive pas à s'identifier à des rôles modèles, qu'il connaît et donc il va penser qu'il est, lui-même un imposteur, que s'il arrive à faire des choses facilement, c'est pas normal, c'est qu'il y a forcément un problème, c'est lui le problème, nécessairement. Et puis après, il y a tous les biais des apparences, parce on a tendance à associer les gens qui réussissent à des profils différents de nous. En fait, dès qu'on a, et on le voit même depuis l'enfance, hein, on a des personnes qu'on va idéaliser. Bon, les premiers qu'on idéalise généralement, c'est les parents. Et en fait, ça nous renvoie une image qui n'est pas en lien avec ce qu'on est réellement ou ce qu'ils sont réellement. C'est-à-dire que quand on a, et en plus c'est lié aussi à la culture très française, quand on a en face de nous une personne qui réussit, à chaque fois on lui dit: «Oh mais tu as eu de la chance». Bon, la réussite n'est pas liée à la chance, on a travaillé pour y arriver, sauf qu'on ne voit que l'image que la personne reflète de sa réussite. Mais on ne voit pas tout ce qui a été, on voit pas l'iceberg justement, l'iceberg caché et qui, démontre tout le travail qui a dû être fait pour réussir et que ce n'est pas juste lié à la chance. Et donc et ben, ce biais des apparences, c'est ah oui, mais lui, il a de la chance, moi, j'ai jamais de chance, je vais jamais y arriver. Ah, mais si tu penses déjà que tu n'as pas de chance, forcément, tu vas pas te mettre en action et donc tu vas pas pousser cette fameuse loi d'attractivité à te donner justement des résultats par rapport aux actions que tu vas mettre en place. Donc tout ça, c'est le petit cercle vicieux du syndrome de l'imposture. Et on est tous égaux hein, face au syndrome de l'imposture, parce que il y avait des études qui ont souvent démontré que on est à peu près 60 à 70% de la population française à avoir ce sentiment d'imposture. Et il n'y a pas de différence de genre. Hommes, femmes, on est tous concernés, mais on ne va pas tous en parler de la même manière. C'est-à-dire que la femme est souvent plus habituée à parler justement, à mettre des mots sur ses émotions et à dire effectivement qu'elle se sent avoir le syndrome de l'imposture. Les hommes sont moins invités de par leur éducation à parler de leurs émotions. Et donc, effectivement, eh bien, ils en souffrent malgré tout énormément. Donc, pour conclure sur le syndrome de l'imposture, les 5 choses qui sont essentielles pour vaincre ça, si jamais vous avez l'impression de subir le syndrome de l'imposture, c'est accepter les compliments. Quand on vous dit que vous êtes formidable, vous dites juste merci et vous arrêtez de dire non, mais c'est 3 fois rien, non, mais c'est grâce à un tel. Non, surtout pas. Ne cherchez pas à être parfait.
L'idée, c'est de se dire: «Bah, j'ai fait un très bon travail, ou en tout cas, j'ai fait un bon travail et s'il n'est pas parfait, ce n'est pas grave». Ce n'est pas la perfection qu'on vous demandait, c'était des résultats, c'était des informations et vous avez fait le job et ça, c'est important. Donc arrêtez de vous auto-flageller, en pensant toujours que vous pouvez faire mieux. Évitez de vous placer dans une analyse transactionnelle parent-enfant. Ça, c'est le côté où effectivement, l'image, nos parents sont formidables et donc vous êtes forcément pas terrible. C'est faux. C'est d'autres époques, c'est d'autres cultures, c'est d'autres éducations. Chacun fait des choix et chacun fait avec ses moyens et donc il faut aussi l'accepter. Et puis évitez de vous comparer avec les rôles modèles que l'on peut des fois avoir en disant ils ont eu de la chance. Pas du tout. Ils ont travaillé pour y arriver, mais ça, ils vont pas forcément vous le dire. Et demandez-vous, hein, vous pouvez continuer dans l'exercice d'introspection, c'est qu'est-ce qui vous rend unique? Pourquoi les gens viennent vous voir? Pourquoi vos amis adorent passer du temps avec vous? Pourquoi les personnes viennent toquer à votre porte au bureau pour que vous puissiez les aider sur tel et tel projet? Pourquoi c'est toujours vous qu'on vient chercher? Bah, posez-vous cette question pour se dire, ok, ce qui me rend unique, en tout cas, ce qui fait que j'attire les gens, c'est pour toutes ces choses-là. Il faut juste les accepter. Tu vas dire, non, mais c'est rien, en fait, pas grand-chose, mais tout le monde a cette qualité. Non, valorisez-vous. Et vous pouvez vous amuser à faire le test. Je vous le mets aussi dans le chat pour savoir si vous avez ou pas ce syndrome de l'imposture. Bon, souvent, si on se pose la question, c'est qu'on l'a, on l'a tous su un petit peu. Hop, comme ça, vous l'avez aussi dans le chat pour pouvoir le réaliser. Donc l'objectif, ça va être d'avoir effectivement une nouvelle lecture un peu de votre parcours et de vos réussites pour restaurer un peu votre légitimité, mais aussi votre confiance, et pour que vous puissiez avoir un regard bienveillant sur vous. Et ça va être important. Donc, on va transformer la connaissance de soi en atout professionnel, parce que c'est aussi un peu l'optique d'aujourd'hui. Donc, la première étape pour transformer en fait cette connaissance de soi en un véritable atout professionnel, ça va être de découvrir tous vos talents cachés. Parce que vous avez plein de talents, forcément. Et c'est des talents qui peuvent être parfois sous-exploités. Ça peut être aussi des talents que vous pouvez avoir ignorés. Vous pensiez que c'était quelque chose peut-être de naturel, alors qu'en fait, c'est un vrai talent. Parce qu'on n'a pas forcément conscience de nos talents. Les gens ne viennent pas forcément nous dire en disant «Ah, mais tu as ce talent, c'est juste incroyable». Bah, je ne le savais pas. Et donc, ce qui va être intéressant, c'est effectivement de travailler votre introspection, de prendre le temps de réfléchir à toutes vos expériences, qu'elles soient professionnelles, personnelles ou bénévoles, encore une fois, et de se poser toutes ces questions. Voilà, quelles sont les tâches que vous réalisez avec facilité et avec plaisir? Le mot plaisir est très important aussi. Quel type de projet vous apporte le plus de satisfaction? Dans quelle situation vous surpassez sans effort apparent? Et l'idée, c'est que vous pouvez aussi vous remémorer tous les moments où les autres vous ont complimenté. Alors, soit sur des aspects peut-être que vous n'aviez pas remarqué. Encore une fois, ça peut être aussi de la valorisation tant d'un point de vue personnel que professionnel. Toutes ces choses que vous faites facilement pour vous, qui sont en fait vos talents cachés. Et en fait, ça va vous donner des indices sur ces compétences que vous possédez naturellement, mais que vous ne valorisez pas encore pleinement. Ça va être aussi l'optique de l'introspection. Les feedbacks aussi vont être très importants parce que vous allez pouvoir demander justement des retours à vos collègues. Ça va être les évaluations de performance, les retours d'anciens collègues ou de collègues, d'anciens managers ou de managers. C'est aussi une source précieuse pour découvrir justement vos talents cachés parce que les autres ont quand même tendance à vous voir et en tout cas à voir en nous des forces que nous, on ignore ou qu'on minimise. Il m'arrive des fois de faire des choses, je dis non, mais ça, c'est 3 fois rien. Et on me dit, bah non, Amélie, moi, je suis pas capable de le faire. Je dis, bon, c'est pas compliqué. Et en fait, d'arriver à prendre conscience que quand on dit, bah non, c'est 3 fois rien, c'est pas compliqué, c'est pas compliqué pour nous, parce que c'est un talent caché, mais que pour les autres, ça demande peut-être un effort surhumain. Donc ça, c'est vraiment important d'arriver à se dire, tiens, je vais recueillir un max de feedback, de faire le bilan, je vais les noter. J'adore encore feuille, papier, hein, on y est toujours. Et de faire le bilan pour voir un peu quelles compétences reviennent régulièrement dans les retours que les autres me font. Et est-ce que c'est un indice faible ou fort sur est-ce que ça, c'est un de mes talents cachés ou est-ce que c'est quelque chose que potentiellement j'ai acquis, j'ai développé? Est-ce que c'est quelque chose sur lequel j'ai beaucoup travaillé? Voilà, est-ce que c'est un talent caché ou est-ce que c'est une compétence que j'ai développée? Et ça aussi, ça va être intéressant. Et puis, vous pouvez faire le lien assez facilement entre ces compétences et le besoin du marché, parce que ça, c'est aussi très important. Une fois que vos talents ont été identifiés, c'est se dire, OK, j'ai ces talents,
mais en fait, en quoi c'est utile? C'est un peu comme dans l'ikigai, hein, pour ceux qui connaissent. On va se poser un petit peu toutes ces questions. C'est aujourd'hui, les recruteurs, on le sait, ils vont rechercher des compétences des fois spécifiques en fonction des tendances du secteur ou de l'actualité de l'entreprise, des défis auxquels ils vont être confrontés. Et donc, se dire, bah, OK, comment je vais pouvoir faire? Donc, c'est d'analyser les offres d'emploi. Vous allez pouvoir écouter un max de podcasts, vous allez pouvoir lire des newsletters, vous allez pouvoir networker sur LinkedIn ou dans des vraies conférences. L'idée, c'est de dire, OK, aujourd'hui, voilà mes talents, voilà mes compétences. Est-ce que le marché en a besoin? Est-ce que c'est une compétence commune? Est-ce que c'est une compétence rare? Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux valoriser et mettre davantage en avant par ce biais-là? Et ça va être des éléments qui vont être très importants. Et puis, bah, forcément, on va souligner l'importance des soft skills. Si par exemple, je sais pas moi, autour de la communication, si vous savez transmettre des idées, si vous savez, à la fois être un bon communicant à l'écrit et à l'oral, bah, c'est des choses qu'il faut aussi prendre en considération. Pareil pour la gestion du stress, souligner que vous êtes capable d'être, vous êtes dans un environnement qui est un peu sous pression, bah, vous êtes quelqu'un de résilient, que, vous avez cette facilité à rester, à garder la tête froide en toute occasion. Bon, bah, c'est aussi des compétences, c'est des qualités qu'il va falloir mettre en avant. L'adaptabilité, voilà, moi j'aime beaucoup, c'est la curiosité intellectuelle. C'est votre capacité à apprendre, à faire le lien entre ce que vous savez faire, le besoin de l'entreprise et comment vous allez pouvoir vous projeter. C'est cette capacité à vous intéresser à des choses qui ne sont peut-être pas en lien direct avec votre métier ou votre secteur, mais s'intéresser justement au monde qui vous entoure. Et ça, aujourd'hui, si demain vous êtes en reconversion, c'est quand même quelque chose qui est très intéressant parce que lors des entretiens ou même dans votre CV, l'idée, c'est pas juste de parler de vos soft skills en les listant, comme on a souvent l'habitude de voir, mais c'est d'arriver à les mettre dans un contexte, à les expliquer et à démontrer justement toute cette curiosité que vous avez et toutes ces qualités que vous avez. Et en les mettant dans un contexte, bah, du coup, ça donne de la valeur, ça donne de la puissance, ça donne de la force à votre discours. Et c'est beaucoup plus facile pour votre interlocuteur ou le lecteur de votre document de comprendre le message que vous avez envie de lui laisser. Bon, ça rentre aussi sur. Encore, il y a des biais là-dessous, mais ça, on n'en parlera pas trop. Mais c'est des choses qui sont effectivement, pour le coup, très importantes et qui vont vraiment vous aider à vous mettre en avant. Et puis après, on va construire le récit. Construire le récit, c'est un peu la manière dont vous allez raconter votre parcours professionnel, parce que ça va faire la différence, que ce soit encore une fois en entretien avec un recruteur, en entretien réseau, en entretien parce que vous êtes à votre compte et que vous avez besoin de prospecter. Bah, tout ça, c'est important. Et il y a plusieurs techniques qui existent effectivement pour construire un récit convaincant. Et l'idée, encore une fois, de valoriser toutes vos réalisations, tant professionnelles que personnelles. Donc, ça va être de mettre en lumière vos réalisations. Je parle souvent du contexte parce que c'est important. Vous allez identifier des réalisations marquantes. Ça tombe bien, ça fait partie de l'exercice des 100 choses dont vous êtes fiers. Et vous allez pouvoir les personnaliser pour qu'elles soient du coup pertinentes par rapport à ce que l'entreprise a besoin, par rapport au poste que vous visez. Donc, l'idée, ça va être d'inclure des chiffres, d'inclure de la donnée pour rendre la réalisation beaucoup plus tangible. Parce que pour la personne, il y a un côté, c'est rassurant d'avoir justement des chiffres, des informations autour d'une qualité et d'une compétence que vous avez développée. Donc, quand vous allez prendre la liste de vos principales réalisations, et ben avant chaque entretien, c'est dire, OK, cette liste de réalisations, elle est cool, mais quel est l'enjeu de l'entreprise et quelle réalisation je dois particulièrement valoriser et rappeler dans un contexte pour que l'entreprise dise, OK, c'est exactement ce dont on a besoin. Et donc, ça aussi, c'est important. Voilà, j'ai travaillé sur un projet important. Bon, c'est sûr que c'est pas une valorisation de ouf. Par contre, parler, voilà, on a géré 5 personnes, on a réduit, pardon, le coût de production de 10%. Il y a du chiffre, il y a un contexte et ça va être important. Et ça, encore une fois, il y a toujours ce côté très rassurant pour votre interlocuteur de se dire, elle comprend notre besoin, elle arrive à lier ses compétences, sa valeur avec le besoin de l'entreprise à court, moyen ou long terme. Elle a compris nos enjeux stratégiques. Et elle va être capable de s'adapter à notre équipe, à notre mode de fonctionnement. Et qu'on soit avec un entretien RH ou avec le manager, et ben, ces éléments-là vont être très importants. De la même manière, c'est valoriser encore une fois toutes vos expériences. C'est ne jamais sous-estimer vos projets personnels également, ou vos projets que vous avez réalisés d'un point de vue bénévole. Parce que ça peut être aussi une source précieuse de soft skills.
et même, c'est une manière aussi de vous démarquer avec d'autres candidats. Alors si en plus vous avez un peu stalké votre interlocuteur avant l'entretien et que vous savez que votre interlocuteur a, je sais pas, un faible pour telle et telle chose, parce qu'il en parle beaucoup sur les réseaux, et ben que vous justement, ça tombe bien, vous avez fait la même chose, et ben si vous arrivez à le glisser dans l'entretien, que vous avez développé telle qualité en travaillant sur tel et tel projet d'un point de vue bénévole, ça va toucher la corde sensible de votre interlocuteur qui forcément va être marqué par ça. On a encore un biais cognitif derrière tout ça, mais ça va jouer en votre faveur forcément. Donc l'important de travailler à la fois le discours et après la manière dont on va rechercher les éléments sont aussi importants. Donc toutes vos expériences personnelles, bénévoles ou liées à d'autres projets, bah, ça joue un rôle crucial, j'ai envie de dire, dans la manière de valoriser l'ensemble de vos compétences. Et puis on va construire aussi un projet avec, une cohérence dans le discours, parce que votre récit, il doit être logique, il doit être cohérent. Parce que si vous partez dans tous les sens, vous pouvez perdre le recruteur, le manager, votre interlocuteur, peu importe qui il est, qui doit comprendre, parce que lui, dans sa tête, ça doit être structuré et donc il doit comprendre pourquoi vous avez pris telle décision, il doit comprendre pourquoi le fait d'avoir pris cette décision, c'est bon pour vous et donc c'est bon pour eux s'ils vous recrutent. Donc l'idée, c'est de partir. Alors, il y a cette méthode avec le point de départ, c'est pourquoi vous avez choisi tel secteur et tel métier, pour qu'on ait un fil rouge, un fil conducteur dans votre discours. Ensuite, on a effectivement quelles sont les expériences les plus significatives qui vous ont permis de développer cette compétence. Genre, j'ai choisi ce métier pour cette telle raison, grâce à telle expérience, j'ai pu développer telle et telle compétence. Et l'objectif final, c'est pourquoi vous postulez ici, c'est grâce à toutes ces compétences et à ces qualités que j'ai développées, je vais pouvoir vous aider sur tel et tel projet, de telle et telle manière, je vais pouvoir vous amener, je sais pas moi, mon carnet d'adresses, mes connaissances techniques, vous pouvez amener forcément plein de choses. Derrière ça, on retrouve une méthode que j'utilise très souvent, qu'on appelle la méthode PPF, passé, présent, futur. C'est-à-dire ce que vous avez fait avant, votre passé, vous permet aujourd'hui d'avoir développé des compétences et des qualités, c'est votre présent, que vous allez mettre à disposition d'une entreprise. Donc, c'est de la projection demain avec vous. Je vais vous aider sur telle et telle chose, c'est le futur. Donc, en travaillant à chaque fois, que ce soit votre pitch ou des réponses aux questions avec la méthode PPF, donc passé, présent, futur, et vous allez pouvoir structurer le discours et vous allez pouvoir aider l'entreprise à comprendre qui vous êtes, enfin, à comprendre ce que vous avez fait, à mieux comprendre qui vous êtes pour arriver à se projeter avec vous dans le futur. Et ça, souvent, la projection dans le futur, c'est ce qui manque dans les entretiens et dans la manière de valoriser son parcours. On est tout le temps à parler de ses anciennes expériences, mais pas forcément de qui on est aujourd'hui et de pourquoi je veux travailler avec vous demain et pourquoi ça va être une réussite le fait qu'on travaille ensemble demain. Et donc ça, c'est vraiment important d'arriver à bien le structurer. Et vous pouvez vous amuser à le faire pour l'ensemble de vos expériences. D'arriver à chaque fois à tisser cette phrase de passé, présent, futur, ou point de départ, étape clé et objectif actuel. Même si vous n'allez pas faire toute la même structure pendant l'entretien, l'idée c'est que ce soit clair dans votre tête pour pouvoir vous rattraper à ça si à un moment donné vous perdez le fil ou si à un moment donné on vous pose une question que vous n'aviez pas préparée ou si vous pensez que vous tombez sur une question difficile ou une question un peu compliquée, vous pouvez vous rattraper à ce format de structuration de discours qui va vous permettre d'être beaucoup plus fluide et d'être beaucoup plus à l'aise. Autre point qui va être aussi important, c'est comment vous allez pouvoir, à la suite de ça, une fois que, OK, vous avez pris conscience de qui vous étiez, de toute votre valeur, grâce à l'exercice des 100 valorisations. Vous savez maintenant aussi comment un peu le mettre en avant, le valoriser, le fait d'en parler. On va aussi travailler ce qu'on appelle la marque personnelle, donc un peu le personal branding en anglais, parce que c'est aussi une étape clé pour se distinguer sur le marché du travail. C'est pas juste un slogan accrocheur qu'on peut mettre sur LinkedIn ou ailleurs. C'est vraiment quelle image j'ai envie de projeter, une image si possible cohérente, authentique et qui vous correspond. Donc ça doit refléter votre personnalité, ça doit refléter vos compétences, ça doit refléter l'ensemble de vos valeurs. Et ça, c'est ce qu'on va essayer de voir ensemble, comment on peut y arriver. Alors, qu'est-ce qu'une marque personnelle? C'est donc un reflet authentique de qui vous êtes. C'est un peu votre identité professionnelle, l'image que vous renvoyez aux autres dans le monde du travail. C'est ce que les employeurs, les collègues, les recruteurs vont retenir de vous, mais une fois que vous êtes parti. C'est pas une fois que vous êtes là dans l'entreprise, c'est ah oui, tiens, Mathieu, je me souviens de lui pour telle et telle raison. Ah oui, Alice, je me souviens d'elle pour telle et telle raison. Donc c'est vraiment l'empreinte que vous allez laisser
une fois que vous avez quitté la pièce. Et ça va être des éléments qui vont être importants. Donc ça repose sur 3 éléments, fondamentaux. Oups, pardon. La personnalité, les compétences et les valeurs. La personnalité, encore une fois, c'est tout ce qui vous rend unique, la manière dont vous allez interagir avec les autres. Les compétences, on l'a vu, c'est votre capacité à développer à la fois vos compétences techniques, relationnelles, donc les hard skills et les soft skills. Et les valeurs, c'est les choses auxquelles vous croyez. Et c'est un peu votre guide dans vos choix personnels et professionnels. Et donc ça, c'est, on va se dire, bah oui, bah tiens, je sais pas, moi, si vous êtes quelqu'un de créatif, de pragmatique et que vous êtes axé sur la résolution de problèmes, bah votre marque personnelle, elle va être tournée autour de ces qualités. Elle va refléter justement votre capacité à aborder les défis, même ceux qui sont les plus compliqués, mais avec à chaque fois une approche innovante, réaliste. Et ça va être important de se dire, OK, quelle est la marque personnelle que j'ai envie de laisser pour être sûr que les gens viennent à moi et pour être sûr que, et donc encore une fois, c'est prendre conscience de vos forces, de votre personnalité, de vos valeurs, en disant, OK, ça c'est l'image. Quand les gens vont parler de moi, je veux qu'ils disent, je sais pas, Amélie, elle est, je sais pas moi, elle est euh, Ouais, j'ai pas travaillé mon personal branding, ça va pas du tout. Je sais pas, je voudrais qu'on retienne de moi que je suis quelqu'un d'engagé, de passionné d'innovant parce que j'ai toujours plein d'idées et que j'en manque jamais. Voilà, c'est peut-être des mots que j'aurais envie que les gens retiennent de moi. Mais il y aurait peut-être d'autres mots que les gens diraient naturellement de moi. Donc, et ça, c'est des éléments qui vont être importants. Donc, la première chose à faire pour développer votre marque personnelle, c'est qu'est-ce que vous souhaitez que les autres retiennent de vous. Et ça va être, là, vous pouvez vous poser des questions. Alors justement, c'est quelles sont vos compétences clés, comment vous voulez être perçu. Typiquement, un manager d'équipe, lui, il va peut-être vouloir être perçu comme un leader empathique, quelqu'un qui valorise la collaboration, qui accompagne ses équipes dans leur croissance aussi personnelle. Et donc, il va vouloir axer du coup sa communication aussi sur la réussite collective, sur sa capacité à motiver les équipes. Et donc, si c'est ce qu'il a envie d'avoir comme marque personnelle, il va falloir qu'il travaille là-dessus. Il faudra que ce soit aligné à la réalité et à ses valeurs. Et donc ça, c'est vraiment important d'arriver à réfléchir, à se dire, tiens, c'est quoi ma promesse en termes de marque personnelle. Ça pourrait être une phrase simple qui résume un peu ce que vous faites et pourquoi vous le faites. Genre, je sais pas moi, j'aide des entreprises à innover en résolvant des problèmes complexes grâce à une approche créative et pragmatique. Bon, elle est un peu lourde cette phrase, il faudrait l'alléger un petit peu, mais pour que ce soit un petit peu plus compréhensible. Mais l'idée, c'est j'aide qui à faire quoi et comment. Ça, c'est vraiment les 3 moyens de trouver un peu votre promesse. C'est un peu votre vision aussi, votre mission personnelle qui est alignée du coup à votre marque personnelle. C'est j'aide qui à faire quoi et comment. Et puis, forcément, on va optimiser sa présence en ligne. Alors, est-ce que non? Pourquoi ça? J'avais mis un petit, bon, elle veut pas s'afficher. J'avais mis une petite vidéo, mais qui veut pas s'afficher. Alors, c'est pas grave. L'idée, encore une fois, de travailler votre marque personnelle, ça va être de travailler votre profil LinkedIn. Donc, on a forcément la photo. Alors, je vais vous mettre la slide suivante avec des exemples. C'est de travailler, du coup, votre photo, votre bannière, votre titre, votre résumé, vos expériences. Encore une fois, tout ça, ça doit vous permettre justement d'avoir une image qui va être cohérente. Là, je l'ai mis parce que je trouve qu'il a forcément un personal branding ultra authentique et ultra cohérent. Vous pouvez aller sur tous les réseaux, ça va être la même photo, les mêmes codes couleurs que vous allez retrouver régulièrement. Il a, même dans son discours, quelque chose de très cohérent sur le côté le fait de vulgariser la science pour la rendre aussi agréable, joyeuse, ludique, ça lui correspond totalement. Et puis, vous avez Virginie Delalande, je ne sais pas si tout le monde la connaît, qui est une personne, comment je l'ai connue, Virginie Delalande, je ne sais plus. Elle est passée dans une émission télé, je ne sais plus laquelle.
Bref, et l'idée, bah, c'est une personne, c'est à la base une avocate qui est malentendante et qui a quand même malgré tout réussi à parler et qui aujourd'hui fait des conférences. Et elle a une force, mais que je trouve incroyable. Et à la rigueur, ouais, si j'ai envie de dire, c'est le mot force qui me vient en premier quand je définis son personal branding. Le côté résilience qui va me venir, le côté, enfin, il y a tous ces mots-là qui vont me venir, et le côté influence, forcément, qui va me venir quand je vais penser à elle. Donc si demain, au détour d'une conversation, j'ai quelqu'un qui me dit, bah tiens, Amélie, est-ce qu'il y a des personnes qui t'inspirent parce que tu trouves qu'elles sont des personnes courageuses, avec une force incroyable, bah, moi, ça va être Virginie Delalande que je vais citer en premier, parce que je vais la trouver forcément incroyable. Donc et si on parle de science ludique, je vais penser à Jamie, forcément, pour avoir été baignée par ses émissions quand j'étais jeune, et pour suivre du coup ses vidéos maintenant sur les réseaux. Et ben c'est à chaque fois on va associer un souvenir ou une émotion ou une image à une personne. Donc ça c'est vraiment la preuve que leur marque personnelle, elle est forte et elle est véritablement très bien réussie. Comment après vous pouvez vous valoriser en interne comme en externe? Ça aussi, ça va être important. On va commencer par la partie, si vous êtes en externe. Lorsqu'il s'agit d'un recrutement externe, c'est très important d'arriver, à valoriser vos compétences parce que c'est forcément aligné avec les besoins de l'entreprise. Si vous n'arrivez pas à mettre des mots là-dessus, ça va être compliqué. Donc le but, encore une fois, d'un entretien, c'est de convaincre le recruteur que vous êtes compétent, mais que vous êtes aussi également, une personne idéale, pour intégrer l'équipe. Vous allez vous entendre, avec l'ensemble de l'équipe et que vous allez pouvoir vous projeter à long terme avec l'entreprise. Et donc ça aussi, c'est des éléments qu'un RH a besoin d'entendre pour être assuré. Et donc, bah, au tout début, ce qui est assez logique, on va adapter donc son discours aux besoins de l'entreprise. Et pour ça, on va faire des recherches. Donc là, je vous invite forcément à stalker l'entreprise, l'interlocuteur. Donc, vous allez pouvoir aller sur Google Actu, sur les réseaux sociaux, vous allez faire plein de recherches pour vous dire, OK, quels sont aujourd'hui les enjeux, la problématique que rencontre l'entreprise, qu'est-ce que je sais de mon interlocuteur, des éléments que je vais pouvoir m'appuyer. Peut-être que votre interlocuteur a travaillé comme vous dans une autre entreprise que vous connaissez très bien. Peut-être qu'il vient de la même école que vous. Bon, bah, ce sont des éléments sur lesquels vous allez devoir vous appuyer pour valoriser aussi votre discours. Vous allez aligner forcément vos compétences, parce qu'une fois que vous allez avoir toutes ces informations en main, bah, vous allez faire le lien entre les compétences et ce que l'entreprise recherche. Et puis, vous allez pouvoir personnaliser le discours, parce qu'à un moment donné, vous allez adapter forcément votre réponse aux questions et aux défis spécifiques de l'entreprise. Alors, vous pouvez aussi poser des questions pour mieux comprendre les défis et ajuster votre présentation aux besoins. Voilà, j'ai mis des exemples de questions ou de choses que l'on peut dire en entretien. L'idée, encore une fois, c'est d'arriver aussi, le côté équilibriste est beaucoup plus facile quand on se connaît soi-même et qu'on arrive à se valoriser, parce que quand on se connaît, du coup, on arrive plus facilement à se valoriser et on sait rebondir beaucoup plus naturellement parce que on connaît notre valeur et donc on peut à chaque fois ajuster et rebondir comme il faut. Il existe quelques petites techniques pour bien se vendre sans paraître prétentieux. Parce que souvent, j'ai des gens qui me disent: «Bah oui, mais Amélie, si tu veux qu'on se valorise, qu'on donne des chiffres ou ce genre de choses, je trouve ça ultra prétentieux». Alors qu'en fait, pas du tout. Et c'est même essentiel. Et encore une fois, c'est alors, le avoir l'impression que c'est prétentieux de se valoriser, c'est aussi très fortement lié à notre éducation, notamment chez les femmes. Pourquoi? Parce que quand on était enfant, les petites filles, on nous demandait, d'être sages, d'être dans le prendre soin, mais les femmes sont beaucoup dans le care, donc il fallait, aider, maman, il fallait, aider à débarrasser, il fallait toujours bien ranger sa chambre, il fallait pas faire trop de bruit, il fallait rester discrète, il y avait plein de choses comme ça qui sont liées à l'éducation. Tandis que les petits garçons, naturellement, on les encourage à exposer et à se valoriser. Et ça, dès le plus jeune âge, vous pouvez regarder autour de vous, assez naturellement, malheureusement, on invite beaucoup plus les garçons à s'exposer. Par contre, on ne les invite pas à gérer leurs émotions et à en parler. Donc, il y a autant d'avantages que d'inconvénients dans les deux cas. Et l'idée, c'est de dire que le petit garçon, on va l'encourager, lui, à dire les choses et à se valoriser.
Et donc, c'est pour ça que très souvent, encore en entreprise, quand on grandit, on a gardé un peu ces stigmates de l'enfance. Et quand on est une femme, on a souvent ce syndrome de l'imposture parce qu'on cherche la perfection et qu'on a l'impression qu'on n'est jamais assez bien. Et quand on est un garçon, enfin, on est devenu un homme, c'est plus facile de travailler le réseau en interne et donc d'obtenir des promotions parce que c'est juste la suite logique de on m'a toujours appris à me valoriser, donc je continue à le faire en entreprise. Mais par contre, si ça va pas, on m'a pas appris à gérer mes émotions, donc je me tais, je dis rien et je souffre en silence. Là où la femme, comme elle est dans le care, on lui a permis en tout cas d'exprimer beaucoup plus ses émotions. Donc en fait, on a les deux et l'idée c'est d'arriver à se libérer de ça quand on est adulte. Donc là, il y a tout un travail transgénérationnel à réaliser, mais ce n'est pas l'objet de notre live, mais qui peut du coup être très intéressant à faire pour arriver à prendre sa place dans le monde d'aujourd'hui et dans la famille et dans l'entreprise pour qu'on puisse arriver du coup à se vendre sans paraître prétentieux, qu'on soit du coup un homme ou une femme. Pour ça, vous pouvez utiliser des chiffres. L'idée, c'est que le recruteur, il adore quand il y a des chiffres, c'est quand c'est tangible. Donc, plutôt que de dire simplement que vous êtes efficace ou dynamique, vous pouvez très bien dire, voilà, dans mon précédent poste, j'ai réussi à réduire, je sais pas, de 15% tel coût de production. On a généré une économie de 200 000 € à l'année. Cette expérience m'a permis de développer telle qualité qui sont aujourd'hui indispensables pour réussir dans le poste que vous proposez. Hop, j'ai fait un PPF, passé, présent, futur, pour finir sur la partie projection. Et ça va être des éléments importants. Vous êtes là aussi pour vous positionner comme un problème solver, un résolveur de problèmes en français. Pourquoi? Parce que on veut des personnes qui sont adaptables, sont curieuses et qui sont capables de résoudre des problèmes. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas peur du changement, ils n'ont pas peur justement de rencontrer des difficultés au travail. Et encore une fois, parce qu'on ne veut pas recruter des gens qui vont râler, qui vont pester, qui vont être démotivés. Forcément, un peu comme dans la vie personnelle, on n'a pas envie d'avoir ça autour de nous. C'est la même chose dans l'entreprise. Et donc, il faut arriver à rassurer encore une fois l'interlocuteur en lui disant, voilà, face à telle problématique rencontrée dans telle entreprise ou dans tel cas, voilà les solutions que j'ai apportées, voilà les process que j'ai mis en place et voilà comment j'ai accompagné les équipes. Tout ça, ça m'a permis de développer telle et telle qualité et je sais qu'aujourd'hui, pour travailler avec vous, ce sont des qualités qui sont indispensables et hop, après, vous pouvez bifurquer potentiellement sur la problématique de l'entreprise et sur déjà comment vous pourriez l'accompagner. Donc ça va être des éléments qui vont être importants. On est humble, on est d'accord, on n'est pas là pour se transformer en vantard, mais il faut quand même faire preuve de confiance. C'est-à-dire que vous devez avoir confiance dans vos compétences et c'est vraiment une manière c'est d'arriver aussi à créditer et du coup à crédibiliser vos équipes pour les résultats atteints. C'est-à-dire quand vous allez parler de vous, c'est le côté humble aussi, c'est pas j'ai fait ça. Alors oui, le jeu est important en entretien, donc on va être sur oui, j'ai réalisé ça, mais ça va être aussi en collaboration avec mon équipe, on a mis en place tel et tel système, je sais pas, peut-être qu'on a utilisé une méthode agile ou Scrum, peu importe, ça nous a permis de livrer, je sais pas, nos produits 20% plus rapidement, à la suite de quoi j'ai réalisé un process interne pour que tout ça puisse être après reproduit à grande échelle. Mais donc, on montre qu'il y a des choses que vous avez faites, des choses que vous avez initiées et aussi une manière que vous avez eue de collaborer. Et ça va être très important et c'est ce qui va me donner ce côté humble dans votre discours. C'est aussi de reconnaître que tout le monde a son importance dans une gestion de projet et que si vous avez un rôle de manager ou autre, que vous donnez aussi, vous allez valoriser vos équipes. Donc ça va être des éléments importants. Et puis, forcément, ce qu'on adore, c'est que vous allez aussi devoir ajouter des recommandations et des preuves externes. Donc, ça peut être des recommandations que vous allez obtenir sur LinkedIn. Ça peut être des certifications que vous allez recevoir en suivant des formations. Tout ça va être des éléments qui vont être importants et qui vont permettre de valoriser encore plus votre discours. Hop. Je vois que certains ont dû partir, il n'y a pas de souci. Et puis, si on est en interne dans l'entreprise, c'est aussi important d'apprendre à se valoriser. Donc, encore une fois, ça se recherche.
la valorisation des compétences, c'est pas juste je cherche un nouveau job. C'est aussi, je suis dans une entreprise aujourd'hui et c'est comment je veux me positionner, comment je veux qu'on reconnaisse aussi ma valeur et mes compétences et comment je veux pouvoir progresser pour peut-être avoir des promotions internes. Donc ça, c'est vraiment important. Donc l'idée, ça va être de comprendre déjà un peu les attentes en interne. Et pour ça, vous allez identifier les critères d'évaluation, c'est les entreprises elles ont tendance à attendre elles attendent plus qu'un simple bon travail en fait. Elles recherchent aussi derrière des compétences clés comme du leadership, de la gestion de projet, le fameux résolution de problèmes, votre capacité d'adaptation. Et donc ça va être aussi important à travers l'évaluation de votre poste, d'arriver à mettre des mots sur ce que vous avez été capable de faire, de gérer une équipe, de prendre des décisions stratégiques, d'anticiper les besoins de votre service, parce que c'est des choses qu'il va falloir valoriser et mettre des mots dessus. Et donc ça, c'est des critères que vous devez arriver à prendre connaissance. Après, vous allez vous renseigner auprès des RH et de votre manager, quelles sont potentiellement les voies de progression interne, quelles sont les mobilités internes que vous pouvez réaliser et qui sont alignées justement avec vos réalisations et avec ce que l'entreprise a besoin. C'est OK, de quoi l'entreprise a besoin et donc comment moi je peux m'aligner là-dessus. Donc, des fois, il ne faut pas forcément attendre les entretiens, les évaluations annuelles pour avoir ce type de discussion. Vous pouvez prendre aussi l'initiative de demander régulièrement un feedback pour savoir si vous êtes sur la bonne voie, si vous devez ajuster votre stratégie. C'est un très bon moyen de faire parler de vous. Et encore une fois, il y a encore un biais cognitif derrière ça. Mais plus on va se souvenir de vous, plus on va penser à vous le jour J quand il y aura quelque chose à faire. Donc, il faut qu'on parle de vous dans l'entreprise. Et puis, important de valoriser toutes vos réalisations actuelles. C'est faire le point aussi sur vos projets que vous avez menés, sur la manière dont vos actions ont contribué au succès d'un projet, d'un développement pour l'entreprise, soit en termes je sais pas moi, l'entreprise a fait des économies, elle a amélioré peut-être l'engagement des collaborateurs, elle a fait plus de chiffre d'affaires, elle a fait le tri dans tous ses fournisseurs, peu importe ce que c'est d'arriver à mettre des mots là-dessus, toujours dans un contexte. Quelle était ma mission? Qu'est-ce que j'ai réalisé? Quels sont les chiffres derrière qui peuvent appuyer ça? Et en quoi c'était utile pour l'entreprise? Donc, c'est des choses qu'il faut constamment mettre en avant et valoriser. Et c'est aussi de démontrer du coup votre impact, c'est-à-dire que d'arriver à démontrer en entretien que, je sais pas moi, en plus de votre rôle ou de votre mission principale, vous avez pris des initiatives pour peut-être former des personnes de votre équipe ou d'autres personnes à, je sais pas moi, un nouvel ERP qui a été mis en place par l'entreprise, et qu'est-ce que ça a pu apporter à l'équipe, à l'entreprise, au temps gagné, aux économies réalisées. Et ça, c'est vraiment important. Et idéalement, parce que malheureusement, ce genre de réflexion, quand je récupère les candidats quand ils se sont fait licencier et que je leur demande de travailler là-dessus, c'est un peu compliqué pour eux d'arriver à se remémorer toutes ces réalisations alors qu'ils viennent de se faire lourder, pas forcément toujours très bien, et qu'en fait, ils ont encore de la colère en eux. Donc ça, c'est mon conseil, c'est de, reprenez papier, stylo, mais c'est de tenir un peu un journal de bord de l'ensemble de vos réalisations et que tout au long de l'année, quand vous êtes sur des missions, quand vous êtes sur des actions, en fait, c'est de les écrire pour vous, mais d'avoir comme ça ce petit rapport qui vous permet de vous rappeler beaucoup plus souvent que, OK, là, j'ai fait telle action, là, j'ai fait telle mission, voilà les résultats concrets, mesurables, qui sont liés à cette action ou à cette mission, et qui va vous permettre, du coup, de plus facilement vous évaluer, mais aussi pouvoir en discuter avec votre manager au moment des entretiens, parce que vous allez pouvoir faire le point, voilà ma mission principale de l'année, voilà ce que j'ai réalisé en plus, voilà les résultats qui ont été apportés. J'aimerais aujourd'hui pouvoir évoluer dans l'entreprise. Quel chemin je peux prendre, comment tu comptes m'accompagner, et hop, au fur et à mesure, on peut avancer comme ça. Et c'est beaucoup plus facile avec ce journal de bord quotidien de travailler et d'optimiser son parcours et le chemin qu'on veut aller, parce que du coup, on a vraiment ces objectifs en tête, et ça sera beaucoup plus facile si demain vous vous faites débarquer par l'entreprise, aussi de travailler sur vos compétences, sur votre valorisation, à mettre sur des mots, sur vos candidatures, parce que vous aurez ça qui aura déjà été réalisé au préalable, et vous serez, même s'il y aura toujours un peu de colère, elle sera moins forte et elle va durer moins longtemps, et vous serez beaucoup plus dans le travail suivant de comment je me projette dans ma prochaine entreprise, parce que ça aussi, c'est important. Je vois que certains sont obligés de me laisser, il n'y a pas de souci. Il y a le replay. Et puis après, il y a toute la partie comment vous allez pouvoir développer un peu votre plan de progression, parce que l'idée, c'est de se dire, OK, est-ce
Est-ce que c'est un plan, alors c'est à la fois avec votre manager, mais aussi, avec vous-même, j'ai envie de dire. C'est se dire: «OK, quel est mon plan de carrière? Comment je veux évoluer?» Alors ça va être, vous pouvez en discuter avec votre manager en disant: «Bah, OK, là je voudrais évoluer vers un poste, je sais pas, peut-être de gestion d'équipe, je voudrais évoluer vers ce poste d'ici peut-être, 2 ans. Aujourd'hui, bah, c'est se dire, bah, je voudrais suivre une formation peut-être en management ou, je voudrais travailler davantage sur des projets transversaux sur tel et tel sujet. Est-ce que c'est possible?» Si c'est pas le cas, bah, c'est de voir aussi, quel type de formation vous pouvez suivre, soit via l'entreprise, soit par vous-même. Vous avez plein de sites qui vont vous permettre de le faire, comme Udemy, edX, Coursera, LinkedIn Learning ou plein d'autres choses. Et ça va être important de travailler aussi là-dessus. Et donc, faut mettre des mots. Et encore une fois, plus vous allez discuter sur vos ambitions, sur ce que vous avez envie de faire, plus vous l'ancrez aussi dans votre tête et plus vous l'ancrez aussi dans la tête de vos interlocuteurs et plus ce sera facile. Et quand vous allez prendre l'initiative d'aller aider des collègues pour justement réaliser des projets qui vont permettre d'être alignés sur votre plan de carrière, eh ben, ce sera beaucoup plus facile, ce sera bien perçu parce que les gens vont comprendre pourquoi, parce que vous aurez communiqué dessus. C'est toujours important de penser à je communique sur mon plan de carrière. Les gens doivent comprendre quel est mon plan de carrière, sauf si votre plan de carrière, c'est de vous barrer de l'entreprise, forcément. C'est dans ces cas-là simplement dire à l'entreprise que vous souhaitez progresser dans l'entreprise, bien sûr, et voir comment l'entreprise peut vous accompagner, même si dans les faits, vous souhaitez partir ailleurs. C'est pas grave, on n'est pas obligé de toujours tout dire à l'entreprise. Mais c'est en tout cas d'être aligné sur le plan de carrière que je me donne, les valeurs que j'ai, mes compétences, mes qualités, et c'est quels sont les échelons, les petits pas que je vais faire pour y arriver. Et ça, c'est vraiment important de l'avoir en tête et de le suivre. L'entreprise ne peut pas tout pour vous, et donc c'est qu'est-ce que vous êtes prêt à faire, quels sont les efforts que vous allez faire pour justement réussir ce plan de carrière et quelles sont les étapes que vous allez mettre en place. Et ça va être important de l'avoir en tête et se dire, bah, peut-être qu'il faut passer par une étape qui n'est pas agréable, qui n'est pas facile, qui n'est pas simple, mais que c'est l'étape indispensable pour pouvoir avancer. Euh, et encore une fois, chaque étape, c'est une manière supplémentaire de vous valoriser aussi. Le réseau interne aussi est important. Parce que vous allez créer des connexions avec énormément de personnes. Alors, vous allez créer des connexions avec d'autres départements, vous allez, en faisant des projets transversaux, vous allez créer des connexions avec vos collègues, avec les managers, avec des managers des N+1, N+2, N+10 que vous voulez. Vous allez aussi créer du réseau en allant à des événements internes, des formations, des colloques, des séminaires qui sont proposés par l'entreprise. Et même si vous faites des événements externes, ça peut des fois booster votre mobilité en interne. Donc, c'est ça aussi qui peut être des fois intéressant. Et donc, ça, c'est important d'arriver à mettre des mots aussi là-dessus, à expliquer aux gens que vous allez rencontrer eh bien, votre mission, justement un peu pourquoi vous êtes là, qu'est-ce que vous souhaitez apprendre, et d'arriver à évoluer grâce à tout ça. Et ça, c'est des éléments qui sont essentiels et que vous allez pouvoir valoriser aussi quand vous allez passer des entretiens en disant, ben voilà, j'ai travaillé sur tel projet transversal avec tel service pour telle et telle raison, voilà les résultats qu'on a obtenus, voilà les qualités que j'ai développées. C'est des qualités aujourd'hui qui sont importantes parce que j'ai envie d'une mobilité interne vers ce type de poste. Et donc, c'est totalement aligné aujourd'hui à mon projet de carrière. Donc ça, c'est des éléments qui sont aussi importants. Les feedbacks, on en avait déjà parlé, sur le fait que les feedbacks permettent d'évoluer et d'apprendre à savoir un peu quelle image on renvoie et qu'est-ce qu'on doit améliorer là-dessus. Ça peut être des feedbacks effectivement à vos équipes, à votre manager, et de manière un peu plus formalisée si vous avez des anciens managers pour qu'ils vous écrivent des feedbacks. En gros, c'est des recommandations sur LinkedIn qui peut être intéressant. Il y a une stratégie commune aux deux, que ce soit si on est en charge avec des recruteurs externes ou internes, parce que, parce qu'il s'agit de convaincre un recruteur externe ou un recruteur interne, en fait, certaines stratégies vont s'appliquer de la même manière. On a déjà, la préparation forcément à l'entretien qui est essentielle, c'est de rassembler toutes les preuves tangibles de vos résultats. Garder des traces de vos emails, de vos comptes rendus, des dossiers sur lesquels vous travaillez, parce que tous ces chiffres, tous ces résultats mesurables, tous ces retours positifs, ça va vous aider à illustrer vos compétences. Vous allez pouvoir justement dire que lors de votre dernier poste, vous avez mis en place un système, un système de gestion qui a réduit le temps de traitement des dossiers de 25%, que c'est quelque chose que vous avez mis en place sur une durée de, en moins de 6 mois, et ça a permis à l'entreprise d'augmenter son efficacité et de réduire
je sais pas, de 10 ou 20% son coût opérationnel. Tout ça, tout ce que vous allez pouvoir mettre en avant, que ce soit du coup pour des recruteurs externes ou internes, tout ça aura de l'importance. Ça va vous aider aussi à préparer toutes les questions classiques. Alors là, il y a la méthode STAR aussi qui fonctionne très bien avec ça. Je ne sais pas si certains le connaissent. C'est situation, tâche, action, résultat. Et se dire, bah tiens, situation, l'entreprise, je sais pas, faisait face à des retards réguliers dans les livraisons pour les clients. La tâche, bah, on m'a demandé de réorganiser la logistique. L'action, bah, j'ai créé du coup une nouvelle stratégie de gestion, blablabla. Bla, 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 et résultat, bah, les délais ont été réduits de 10% et la satisfaction client a augmenté de, je sais pas, 40%. Là, l'idée, encore une fois, c'est d'arriver à mettre des mots sur vos compétences. D'où l'importance, encore une fois, de prendre conscience de tout ce que vous êtes capable de faire, de prendre conscience que chaque action, chaque mission, chaque tâche qu'on vous demande de faire, c'est une occasion pour vous de briller et c'est une occasion pour vous de remplir du coup votre petit journal interne en disant ben, voilà tout ce que je réalise et voilà les résultats que j'obtiens et voilà comment je vais pouvoir en parler, que ce soit à un colloque, à la machine à café, en visio, en webinar, peu importe. C'est d'arriver à vous valoriser le plus possible pour que les gens parlent de vous, entendent parler de vous et pensent à vous le jour J, que ce soit en interne ou en externe. Et puis, le fait d'anticiper aussi les questions où vous êtes un petit peu moins fort, parce que vous êtes capable d'identifier justement vos axes d'amélioration, puisque vous savez maintenant, vous connaissez vos forces et vos faiblesses. Mais l'idée, c'est de ne pas vous dévaloriser, et ça, vous savez le faire. Et vous allez pouvoir expliquer comment vous avez travaillé justement pour surmonter peut-être une difficulté ou quelque chose sur lequel vous avez rencontré des difficultés, et quelle action vous mettez en place pour justement pallier à ça et pour continuer à progresser. Donc, je sais pas, moi, par le passé, j'avais tendance à vouloir tout gérer toute seule, mais j'ai pris conscience de l'importance de déléguer certaines responsabilités. Depuis, j'améliore mes compétences en gestion d'équipe, donc je responsabilise des collaborateurs tout en maintenant quand même un haut niveau de qualité. Je suis beaucoup dans l'échange et dans le feedback avec mes collaborateurs pour les aider aussi à progresser. Voilà, et pour leur faire de plus en plus confiance et pour pouvoir, moi, arriver à déléguer et à me concentrer peut-être sur des tâches qui sont à plus haute valeur ajoutée. Hop, je montre qu'effectivement, j'ai peut-être des difficultés à déléguer, mais je montre aussi comment je m'améliore et comment je travaille là-dessus en mettant de mon côté aussi l'importance de l'équipe et de travailler ensemble. Donc, c'est autant de choses qu'il faut arriver à valoriser et encore une fois, à mettre des mots dessus. C'est pour ça que quand je vous disais, vous allez être capable de faire 100 choses totalement différentes, et ben, en tout cas de les mettre des mots dessus, c'est tout à fait possible. L'importance du langage aussi non verbal, on le sait, hein, la posture, la gestuelle, le fait d'avoir un contact régulier avec les gens, c'est important. Les expressions, si vous êtes triste, si vous êtes malheureux, si vous râlez, et même le timbre de la voix, si c'est posé, si dynamique. Moi, je sais que je parle beaucoup trop vite. Tout ça va avoir une importance quand vous allez échanger avec les gens. Et donc, c'est essentiel d'en prendre conscience et de travailler là-dessus pour être vraiment bon, quoi. Et n'oublie pas toute la partie des soft skills. Alors, je vous ai mis plein d'exemples, mais effectivement, les soft skills, c'est ce qui va faire la différence entre un bon candidat et un excellent candidat. À compétences égales, c'est clairement ce qu'on va regarder. C'est la manière. Alors, le non-verbal va jouer énormément, mais la manière aussi dont la personne va se valoriser, la manière dont la personne va démontrer sa capacité à collaborer, démontrer sa capacité à s'adapter au changement, démontrer sa capacité à gérer des situations qui sont parfois difficiles, démontrer sa capacité à gérer des équipes qui sont justement multigénérationnelles. Et ben c'est ça que l'on va demander de plus en plus aux gens aujourd'hui, encore une fois dans l'optique d'être rassurés. Oui, vous n'êtes pas un psychopathe, vous êtes quelqu'un qui savait collaborer, savait vous adapter au changement, savait communiquer, savait gérer le stress, savait gérer les urgences. Tout ça, ce sont des éléments qui sont importants et plus facilement vous allez le faire, plus vous allez en prendre conscience et plus ce sera facile en fait pour vous. Et ça, c'est vraiment toutes ces stratégies de valorisation de vos compétences, elles sont similaires que vous cherchiez en interne ou en externe. Et elles sont essentielles pour vraiment bien se préparer et arriver à rassembler toutes vos idées, tous vos exemples, toutes vos réalisations. Et grâce justement à la fois au langage verbal et non verbal, arriver à projeter de la confiance, du professionnalisme et de mettre en avant l'ensemble de ces qualités. Et ça, ces compétences comportementales, elles sont aussi associées pour le coup à des réalisations tangibles parce que vous allez démontrer que vous êtes
pas seulement compétent, mais vous êtes aussi prêt à relever des nouveaux défis, que ce soit dans un nouveau job ou dans le cadre d'une promotion interne. Et c'est exactement ce que recherchent aujourd'hui les entreprises, les recruteurs, les employeurs, les managers. On a besoin d'être rassuré et de se dire qu'on va être avec une personne de confiance. Et donc, c'est tout l'enjeu quand vous êtes en entretien pour apprendre à vous valoriser. Et ben, ça va être d'arriver à rassurer par l'exemple, par justement la démonstration, par votre verbal et votre non-verbal, pour qu'on ait envie de pousser la porte un petit peu plus loin. Ce qu'on va retenir de ce webinaire, les points clés forcément, c'est la connaissance de soi, le fait de transformer vos compétences en atouts, parce que aujourd'hui, c'est pour moi des éléments qui sont essentiels. C'est aussi d'arriver une fois que vous avez cette conscience de qui vous êtes, et de l'ensemble de vos compétences, c'est d'arriver aussi à en parler, donc d'avoir cette marque personnelle, ce personal branding qui peut être travaillé tant en interne dans l'entreprise qu'en externe. Donc c'est aussi pour ça que le fait de travailler votre profil LinkedIn, c'est essentiel, parce que tout ce que vous allez faire à l'extérieur de l'entreprise va se savoir à l'intérieur de l'entreprise. Donc si votre souhait est aussi d'évoluer en interne de l'entreprise, travailler votre image à l'extérieur est essentiel parce que ça va revenir comme un boomerang à l'intérieur, dire attends, il y a Martine, elle est en train elle fait plein de conférences, elle assiste à plein de machins, elle a bonne réputation en externe, faudrait pas qu'on la perde Martine. Et donc forcément, on va penser à vous aussi pour des projets. Donc ça, c'est essentiel. Et puis se valoriser constamment, que ce soit face à des recruteurs internes ou internes, avec vos qualités, vos réalisations, vos actions, vos chiffres. C'est vraiment quelque chose qui est pour moi qui est essentiel. C'est éviter dans votre discours des peut-être, des je pense, parce que ça typiquement, c'est les raisons pour lesquelles on ne va pas vous recruter, parce que si vous commencez un discours en disant alors je pense être compétent, c'est que vous n'êtes pas sûr de vous. Si vous n'êtes pas sûr de vous, on ne sera pas sûr pour vous, on ne sera pas sûr à votre place, donc on n'aura pas forcément envie de vous recruter. Donc le choix des mots, et c'est pour ça que c'est important de travailler sa conscience de qui on est et la manière dont on va se valoriser, parce que les choix des mots que vous allez utiliser ont vraiment leur importance et vont en fait envoyer un message qui va s'ancrer dans notre cerveau, et ça va être soit j'ai une bonne impression, soit j'ai une mauvaise impression. Et la mauvaise impression, c'est pas lié au discours, c'est lié à ces choses impalpables que l'on ressent quand vous allez parler et se dire je sais pas, je le sens pas. Et je le sens pas en recrutement, il est terrible. Le nombre de clients qui me l'ont fait en disant non, je le sens pas, c'est parce que le candidat n'avait pas les mots positifs et rassurants, alors qu'en fait il était totalement capable de faire le job, mais il n'avait pas arrivé à mettre des mots sur sa valeur. Et comme il n'arrivait pas à se valoriser, à mettre des mots là-dessus, c'était compliqué pour l'employeur d'arriver à se projeter avec lui demain. C'est vraiment ce qui, pour moi, les éléments les plus importants. Et je terminerai là-dessus, sur toutes les actions que vous allez pouvoir faire prochainement. Donc, on rappelle le fait d'identifier vos 100 réalisations, parce qu'elles sont importantes, ces 100 réalisations. Et puis, penser à optimiser votre profil LinkedIn, c'est retravailler un petit peu l'image que vous souhaitez donner, retravailler votre titre, retravailler votre résumé, retravailler l'ensemble de vos expériences. LinkedIn doit être un peu votre page de vente, clairement. Elle doit servir à vous valoriser de A à Z. Et puis, n'arrêtez jamais l'introspection que vous démarrez aujourd'hui avec ce webinaire, vous avez peut-être déjà démarré au préalable, sur l'importance d'apprendre à se connaître, alors que ce soit encore une fois le MBTI ou d'autres choses, ou simplement en demandant des feedbacks à tous vos amis et collègues. C'est en tout cas des éléments qui sont essentiels et à faire régulièrement, tous les 2-3 ans, posez-vous toutes ces questions pour se dire est-ce que mon plan de carrière est aligné à qui je suis, est-ce que j'ai envie d'être. C'est pour moi des éléments qui sont essentiels. Et vous avez aujourd'hui, grâce à ce webinaire, tous les clés pour être au top de la conscience de votre valeur et être au top de la valorisation de l'ensemble de votre parcours, quel que soit aujourd'hui votre niveau d'expérience. Voilà ce que j'avais envie de vous partager. J'étais très bavarde. Il nous reste du temps pour ceux qui sont restés et qui ont des questions. N'hésitez pas. Ce serait avec grand plaisir, en tout cas, que j'y réponds. Merci à vous pour le petit message. Je vois qu'il n'y a pas de questions. Vous êtes tous timides. Au plaisir. Profitez de ce webinaire pour le revoir en replay.
effectivement, je pense que j'ai peut-être dit beaucoup de choses et pour retravailler tout ça tranquillement et j'ai hâte de découvrir vos 100 réalisations dont vous êtes fiers. Merci beaucoup, merci à tous et beh, du coup, à très bientôt. Ciao, ciao.